incompatible. Il faut aussi laisser le temps au temps. Tu peux être rentable avec un win rate inférieur à 50%. Ouais, pourquoi ça te faisait chier d'avoir 50% de win rate? Pourquoi ça me faisait chier? Ouais. Parce que en creusant dans ma psychologie, après ce serait aux gens de le faire pour eux-mêmes. En ce qui me concerne, moi, l'image que j'avais de moi-même en ayant un win rate inférieur à 50%, c'était l'image de je suis pas assez, je suis pas suffisant, je suis pas compétent. C'était l'histoire que je me racontais. Ok. J'avais besoin d'avoir raison suffisamment de fois pour croire en ma capacité d'y arriver, D'accord. tu vois. Et si tu n'avais pas raison assez de fois, tu avais peur des conséquences que ça pouvait amener sur ton trading. Oui, tout à fait. À savoir revenge trading, over trading, machin, etc. C'est ça? Exactement. Parce qu'il faut bien le dire, le win rate peut pas être décorrélé du risk reward quand même. Si on veut devenir profitable, on sait que maintenant, si tu as à peu près 30% de win rate, il faut que tu passes au moins des RR au moins des RR de 4 ou 5 pour être rentable. Okay, donc ça, c'est vraiment à pas être décorrélé. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important? Le win rate ou le risk to reward? Tu veux m'emmener sur des terrains sombres? Tu veux débattre avec moi? Non. Si. Non. Si, menteur, zoom sur sa tête. Alors, est-ce que tu as déjà entendu mon concept du trilemme de la rentabilité? Du trilemme de la rentabilité. Waouh. Est-ce que je dois apprendre des popcorn? Parce que là, je sens qu'il y a un gros dos qui s'ouvre. Popcorn. Allez, vas-y, trilemme-moi ça. Vas-y, trilemme-moi ça. C'est toi qui m'as dit ça la dernière fois. Tu m'as dit, toi, tu es le théoricien du trading. Ouais, t'es un très grand théoricien. Mais j'aime bien ce que tu fais. La chronologie du scam, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, ça, c'est ton bagarre. Ça, c'est ton bagarre. La chronologie du scam, on va pas la répéter parce qu'on l'a déjà mis sur plusieurs podcasts. Tu l'as déjà mis aussi sur celui WeGet, j'ai vu. Ouais, ça sert à rien. On va pas se mais j'ai bien aimé ce concept. Ouais. Donc, envoie-nous un peu de trilemme là. Tu veux que j'envoie du trilemme? Envoie-nous un peu de trilemme, vas-y. Il me chauffe là, il est en train de me hype. Vas-y. Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'un trilemme de manière générale, le mot, ce que ça veut dire ou pas? Ne me perds pas de temps avec ça. Dis-moi c'est quoi le trilemme? Alors, à la base, le trilemme, c'est quelque chose qui est utilisé dans la blockchain, dans le secteur du Web3, rien à voir avec le trading. Et je lisais un bouquin sur le Web3 et il parlait du trilemme de la blockchain. Je dis, c'est intéressant. Et en fait, le mot trilemme, c'est comme le mot dilemme, sauf que dilemme, c'est 2 options. Trilemme, c'est 3 options. Et donc, un dilemme, tu es d'accord avec moi, c'est quand tu as 2 options, tu peux en choisir que l'une d'entre elles. Donc trilemme, c'est le même principe, c'est que tu vas avoir 3 éléments clés, ok, et si tu en as 2, ça va venir cannibaliser le 3e. Et donc je lis ce truc sur le Web3 et il parle du trilemme de la blockchain. Donc si une blockchain elle est scalable, elle peut pas être, je sais plus les termes exacts. Et moi je me suis dit tiens mais c'est intéressant, c'est exactement la même chose pour le trading, il y a un trilemme. Et donc les 3 composantes du trilemme, si tu dessines un triangle. Au sommet, tu as le money management. Et ensuite, tu vas avoir win rate et risk reward. Et si tu étudies, quand on a 2, ça va venir empiéter sur le 3e. Exemple, tu as win rate et RR. Ça veut forcément dire que ton money management, il n'est pas bon. Parce que les seules personnes que je connais qui avaient 95% de win rate avec des rendements de fou, c'est les personnes qui mettaient pas de stop loss ou qui mettaient des lots beaucoup trop élevés. Ouais. Donc, le money management n'existe pas dans l'équation, trilemme. Ensuite, donc on a bien conscience que le money management, c'est le truc le plus important, donc il faut le conserver. Une fois que tu as le money management, donc tu as le choix entre choisir une stratégie à haut win rate ou à haut RR. Quand tu as une stratégie à haut win rate, je connais très peu de personnes qui ont 80% de win rate avec des RR de 1 pour 15. Ouais, c'est clair. Et à l'inverse, quand tu as des risques reward qui sont courts, 1 pour 2, 1 pour 3, forcément, tu as plus de probabilité d'avoir le taux de réussite de ton côté. Voilà. Ok. Et donc, moi, par rapport à ce trilemme-là, pour te répondre à ta question, qu'est-ce que je recommande? Déjà, ce que je recommande, c'est de surtout pas retirer le money management de l'équation. C'est pas la bonne chose. Ça, c'est le pilier central, la fondation. Ouais, c'est la fondation. Okay. Tu peux gagner de l'argent pendant un certain temps sans money management, mais ça finit toujours par margin call, tu vois. J'ai vu des personnes gagner vraiment beaucoup d'argent. J'en parlais déjà sur ma chaîne. J'avais une amie dans le MLM qui avait scalé de 300 € à 80 000 € en l'espace de 2 semaines. Mais sans stop loss, sans pas de stratégie, rien du tout, tu vois. C'était assez affolant d'ailleurs. Mais bon, elle a tout perdu. Et donc là, il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit on s'oriente vers quelque chose qui nous offre des risques-reward plus avancés, quitte à assumer le fait d'avoir un win rate plus faible, soit l'inverse. Pourquoi je dis que je préfère une stratégie à haut rendement? Parce que je pense, c'est ma théorie,
qu'une stratégie à haut risque-reward est optimisable en termes de win rate, or la réciproque n'est pas vraie. C'est très difficile avec 60, 70, 80% de win rate et risque-reward moyen 1 pour 2, 1 pour 3, de finir sa carrière avec le même win rate et 1 pour 10. Ouais. Parce que tu es dans ta prison dorée d'un modèle qui t'empêche d'aller faire d'aller avoir des stop-loss plus courts, etc. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi ton win rate, par exemple? Mon win rate, aujourd'hui, il oscille entre 35 et 45%, tu vois. Ok, donc toi, tu Moins t'obliges d'un à aller chercher des gros RR. Ouais, exactement. Ok. Et moi, je compte là-dessus, c'est pour ça que je journale beaucoup. J'espère dans 2-3 ans que mon win rate sera au-dessus de 50-60%. Ok, toi, ce que tu fais, tu as une stratégie précise ou tu trades en price action pure? Qu'est-ce que tu veux dire par price action pure? Ça veut dire quoi? Price action, ouais. Alors, pour vulgariser un petit peu ça, une stratégie. Enfin, moi, j'ai une approche qui est un peu différente. C'est soit tu as une stratégie qui est full mécanique, je te dis n'importe quoi, l'OPR. Tu vois, par exemple, l'OPR, c'est une stratégie qui est full mécanique. Moi, c'est pas ce que je fais, je trade ICT. Ça, c'est une stratégie full mécanique. Tu es là, pullback, Okay. machin, etc. Full mécanique. Après, moi, tu as ce que j'appelle le price action cadré. C'est-à-dire que c'est un price action qui s'inscrit quand même dans une stratégie. C'est-à-dire, voilà, je vais attendre une zone clé, je vais attendre une réaction dans cette zone clé, la réaction, ça doit être celle-là, machin, etc. Ouais. Mais j'ai pas de plan précis, c'est juste que ça reste cadré. Et après, tu as le price action pur et dur, souvent les débutants qui font ça, qui arrivent sur le marché en disant bon, bah, c'est bullish, je vais absolument chercher à acheter là, maintenant, tout de suite, et on va aller voir où ça va aller. Okay. T'es plus de quelle école, toi? Je dirais plus la deuxième, avec une petite nuance, c'est que ça peut changer quotidiennement. Parce que comme moi, j'essaie vraiment de me baser sur de la pure liquidité, ça va être différent. Ouais. Pareil, les PDO Raise, je pense, après, ça n'engage que moi, que c'est une erreur de se dire j'attends le prix que dans un BPR, que dans un Fair Value Gap. Okay. Parce que parfois, le prix peut se retourner dans un autre PD Array, mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que le prix doit se retourner maintenant en termes de timing. Peu importe là où il se situe, du moment qu'il a récupéré les liquidités nécessaires et que c'est backé par un PD Array qui retient le prix, alors tu peux exécuter. Donc là, on a le tronc commun du PD Array quand même. Hein. C'est que dans tout ce qu'on fait, même si tu traites liquidité pure, etc., ça se passe dans une zone clé. Oui. On est d'accord? Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est un peu une stratégie hybride dans le sens où l'exécution, c'est pas systématiquement la même pattern. Mais par contre, je vais attendre le prix dans des zones qui peuvent aussi varier. Mais j'attends les mêmes conditions. C'est ça qui est différent. J'attends pas les mêmes caractéristiques, mais les mêmes conditions. Une manipulation de liquidité, peu importe à quoi elle ressemble, c'est une manipulation de liquidité. Un PD Array, peu importe que ce soit un EVG ou un breaker, c'est un PD Array. Donc j'attends les conditions, mais pas les caractéristiques. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends, vais en venir. Du moment que j'ai ma checklist, et c'est pour ça parce que j'ai horreur des plans mécaniques, là je peux appuyer sur le bouton. Ok. Voilà. Par rapport à ça, j'ai remarqué que 90% des traders qui n'étaient pas rentables, en réalité, et je vais te dire un truc, ça va être banger. Hein. Attention, je te tease. En trading, il y a toujours des éléments mécaniques et des éléments souples. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ok. Des éléments où ça demande plus de virtuosité, d'intuition, et des éléments très mécaniques où tu ne rentres pas tant qu'il n'y a pas ça. Si tu regardes un peu les gens qui ne sont pas rentables, c'est qu'ils sont mécaniques sur les éléments sur lesquels ils devraient être souples, et souples sur les éléments sur lesquels ils devraient être mécaniques. Ok, donne un exemple précis. Money management, timing, kill zone. Tu vois, les gens, ils vont trader à n'importe quelle heure. Ils vont changer leur money management, ils vont risquer 2%, puis 0,5% parce qu'ils ne vont pas le sentir, etc. Et par contre, ils vont être mécaniques sur « Ah non, j'attends que le prix réagisse dans un order block. » Ouais, ok. Tu vois, c'est qu'ils sont, ils sont mécaniques là où ils ne devraient pas l'être et souples là où ils ne devraient pas l'être. Alors que s'ils interfèrent les deux... Pourtant, bingo. Tu dis j'attends que le prix revienne dans un order block pour le trader, c'est un PD Array. Et forcément, la réaction se fait dans le PD Array. Donc, oui, exactement. Okay. Si moi, par exemple, je devais regarder ton journal de trading il y a 3 ans maintenant, qu'est-ce qui me ferait rire? Qu'est-ce qui te ferait rire? Alors, la phrase qui te ferait rire, il y a une phrase qui... moi, je faisais beaucoup d'insight. Enfin, non. Ah non, à ce moment-là, il y a 3 ans, j'en faisais pas du tout. Mais mon mentor m'avait recommandé de faire des insights. Est-ce que tu es à l'aise avec le terme insight ou pas? Ouais, bah définis-le pour ceux qui nous regardent. Ouais.
Sous-entendu, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, je rigole. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais, Bronx. Je rigole. Je ne parle pas anglais. En gros, l'insight, c'est... il y a plusieurs exercices en trading. Il y a le backtesting, le journaling. Et l'insight, c'est le fait de revenir sur sa journée, sur la journée qui vient de se passer, pas en replay, avec toute la donnée qui s'est écoulée, et de prendre des notes sur comment le prix il a évolué, pour vraiment comprendre, assimiler et intégrer tout ce qui s'est passé. Et avec la répétition, ça finit par s'ancrer. Donc, on m'avait recommandé de faire des insights, et moi, je comprenais pas le but de l'exercice. Je comprenais rien. C'est marrant ce que tu dis, parce que je sais pas quelle est la chute de ça, est-ce que finalement c'est bien ou pas bien pour toi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recommande de faire à mes élèves, ça. Ok. Ouais. Mais c'est parce que c'est plus important de faire ça, d'ailleurs. Ouais. C'est... Le backtesting, ce sont les devoirs, en vérité. Ouais. Mais tu passes pas de contrôle si t'as pas vu la leçon en Parce cours. que le plus important, c'est qu'ils comprennent que nous, pour être rentable en tant que trader, on a besoin de modèles qui se répètent. On a besoin de cycles. Parce que c'est en sachant ce qui va potentiellement se passer, en anticipant, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire des plans, se préparer et après réagir. Même si nous, on traite des réactions, finalement. OK ? Mais moi, je leur dis, le premier exercice que je leur donne à faire, c'est de leur dire, voilà, à partir de maintenant, et ça prend vraiment 5 minutes, et c'est pour moi un des meilleurs exercices, c'est tous les soirs, tu regardes ce qui s'est passé dans la journée en haut time frame, et tu regardes juste quelle killzone, dans quel PD Arrays la killzone a pris son impulsion pour faire son mouvement. Et en fait, les gens se rendent très vite compte que c'est toujours les mêmes. Il y en a des un petit peu plus rares quand les gens ne les voient pas, mais c'est systématiquement fair value gap, systématiquement order block, et après c'est parfois des breaker block HTF, parfois c'est des inverted fair value gap HTF, c'est un peu plus, on va dire un peu plus rare entre guillemets. Mais rien que de le faire, je leur fais faire cet exercice parce que je veux qu'ils en soient persuadés en fait, qu'il ne peut y avoir que de continuation ou de retournement que dans des zones clés HTF. Ouais. Et s'ils le voient, qu'ils en sont persuadés, alors ils vont commencer à le trader, à répéter. Et après, comme je dis souvent, de la répétition naît la confiance et de la confiance naît la performance. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Ouais. Donc, si je regardais ton journal de trading il y a 3 ans, qu'est-ce qui me ferait sourire, les insights ? Le premier insight que j'ai fait, la seule phrase que j'ai trouvé à dire, c'est le breaker du jour n'a pas fonctionné. Ah, j'ai vu cette phrase passer sur un de tes podcasts ou une de tes vidéos. C'est quoi le story de ce truc-là ? C'est qu'en fait, j'étais tellement con que moi, on me disait le but de cet exercice, c'est de creuser. Et moi, j'avais mécanisé la vision du plan et du modèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une vision... c'est vrai, quand on commence, on focus sur des trucs de ouf. Du genre, le breaker, c'est le pattern plus. Donc, tu cherches des breakers dans tous les sens. C'est ça. Donc déjà, parce que cette phrase, elle veut tout dire. Ça veut déjà dire que je pense que le modèle, c'est le breaker, ce qui est faux. Ensuite, j'ai la prétention de dire que celui du jour n'a pas fonctionné. Et en plus de ça, j'ai pas plus creusé. Je me suis arrêté là. Ça veut dire qu'il y avait... J'ai un type de trade à prendre. À ce moment-là, il n'est pas arrivé, mais j'ai pas cherché à creuser. Donc ça, je pense que si je te retrouve ça, ça te ferait rire. Ou alors, il y a aussi autre chose. Vas-y. Quand j'arrête le MLM et que je me dis, je me lance dans le trading, j'ai mon esprit plein d'ambition. Je ne connais rien en trading, je pars de zéro en smart money. Et je l'ai encore, le carnet, il est en France. Je te montrerai, il faut que je retrouve la photo. Je m'étais fait un game plan. Et le titre... sur cette feuille, c'est Road to FTMO in 1 month. En partant de rien, zéro compétence, zéro stratégie, zéro concept. Je me suis mis en tryhard. Évidemment que j'ai jamais réussi à valider mon FTMO en un mois, tu vois. C'est bien, ça, on le fait tous. On se cale des objectifs dès le début, machin. Moi, je me rappelle, c'était quand j'ai commencé c'était devenir trader rentable en 1 an. Je m'étais dit, je me laisse 1 an pour être un trader rentable. Ouais. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, fin de l'histoire. Donc c'est sûr qu'on se met toujours des objectifs comme ça, mais c'est ce que je dis souvent sur les objectifs et c'est très important pour ceux qui nous regardent. Il faut toujours, surtout quand vous commencez, un chemin qui va être plein d'embûches comme le trading, un chemin qui va être compliqué, où vous allez devoir faire preuve de résilience, où vous allez vous casser la gueule. C'est obligatoire. Il faut absolument vous fixer des objectifs réels et réalisables. C'est les 2 RR les plus importants. Les 2 R les plus importants quand vous commencez le trading, c'est pas le risk-reward, c'est des objectifs réels et réalisables. Tout
Tout à fait. Petit banger, ça. Hein. RR, réel réalisable, RR, la compréhension avec le risk-reward. Tu pourras si ça sort sur la chaîne de Chrysalide, les gars, ça vient d'ici. Hein. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire, ça vient d'ici. C'est Battle de Punchline. Mon petit Bronxy, qu'est-ce que tu refuses encore d'admettre sur toi-même en tant que trader? Ouh là là. Qu'est-ce que je refuse encore d'admettre sur moi-même en tant que trader? Ouais. Un truc où deep down tu le sais, tu vois, mais j'ose pas dire. T'arrives pas à le passer, quoi. Mais t'oses pas le dire. Moi, je veux de l'exclu. Hein. Je veux du. Mon incapacité à scale, je dirais. Mon incapacité à scale et à faire des retraits. Ok, c'est-à-dire c'est-à-dire, tu veux les montants exacts? Non, les montants, je m'en fous. En gros, j'ai un plafond de verre. Et en fait, je suis basé sur mon mentor parce qu'en fait, c'est comme ça, moi, que j'ai interprété le trading. Donc là, à l'heure qu'il est, tu as encore un mentor, tu te coaches encore. Enfin, tu te fais accompagner encore. Ouais. Okay. Ouais, c'est un Français? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Il est connu? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais moi, je te parle anciennement, le mentor en question, là, avec qui j'ai le plafond de verre, c'était Toast. Et en fait, lui, pendant très longtemps, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il a été plafonné en termes de capital, où il faisait ses retraits et tout. Et moi, j'ai tellement, entre guillemets, je storytell un peu la chose, mais souffert du fait de jamais être rentable, que lorsque j'ai commencé à générer des revenus, je retirais, et puis je me suis accoutumé à la balance. Ouais. Et dès lors que j'ai essayé de scaler, tu vois, mon mental est un peu vrillé, je savais pas quel money management, comme aussi parfois le win rate il peut osciller, ce qui fait que tu fais un TP, ta nouvelle balance elle est supérieure, ton risque est calculé par rapport à cette balance, et là hop, comme par hasard, losing streak parce que tu te mets la pression. Et donc pour le moment, on va dire que mon sweet spot, c'est la tranche de capital sur laquelle je suis, mon modèle, mon risque, faire mon argent, retirer. Et t'es sur quelle tranche? 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres? Ouais, 5 chiffres. 5 chiffres? 5 chiffres. Ok. Réel, hein? Réel, ouais. Okay. Évidemment, ouais, sinon... Non, mais ça peut être pro-firme aussi. Hein. Ah non, je suis pas un pro-firme. Non, je parlais pas de démo, je parlais de pro-firme. Ouais, mais ouais, en fait, j'aimerais vraiment aller chercher les 6 chiffres. J'aimerais vraiment aller chercher les 6 chiffres. Okay. Évidemment, ça voudrait dire que j'ai un money management moins agressif parce que je risque quand même 2% par trade. Ok. Donc, 2% par trade, de toute façon, moi je suis convaincu de ça. Hein. Tu veux faire de l'oseille, il faut risquer. Hein. Ouais. Pas de souci. J'aimerais bien aller chercher les 100K, mais pour le moment, si je dois te dire un truc que je n'admets pas, enfin, encore que je l'admets, mais en tout cas, c'est honnête. Ouais. C'est que j'arrive pas à scale. Et pourquoi tu n'irais pas aller chercher via une prof firme les 100K? En rapide. En rapide. Pourquoi tu n'irais pas les chercher avec une prof firme? Les gens se demandent. Tu veux dire pour avoir les 100K? Ouais, pour trader sur le capital de 100K et donc avoir les profits d'un capital de 100K. Ah ok. Parce que j'ai la profonde conviction que je ne traderai pas la même manière en propre firme. D'accord. Peut-être plus en détente en propre firme, puisque tu t'en vas les couilles peut-être, non? Bah non, au contraire, j'ai l'impression d'être très agressif en fonds propres sur des entrées qui sont parfois un peu tricky. Ok. Tu vois, tricky, des stops qui peuvent être très courts, ou prendre un SL et re-rentrer directement parce que je me dis ça y est, c'est le bon sweep de liquidité. Donc c'est plus ça, j'ai peur d'être embrigadé par les règles, et pour toutes les raisons que j'ai déjà énumérées, en fait, c'est de la marge dissimulée en fait en propre firme. Donc j'ai l'impression en tout cas que j'ai autant de fonds avec supposons 10K qu'avec 100K par rapport à la capacité de drawdown. Évidemment, je vais pas perdre sur un challenge des 100 et des 1000, mais ouais. Après, peut-être que c'est quelque chose sur lequel je pourrais changer d'avis, mais dans l'instant T, je suis habitué à ça, mais je vais réfléchir là-dessus. Ok. Tes étudiants, ils tradent en propre firme ou ils sont Quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Toi, tu es plus de ce que j'ai. C'est quoi ta position, qu'elle soit claire et nette par rapport aux propres firmes? T'es pour, contre, t'es comment? Ah, tu veux que je tranche? Bah ouais, je veux que tu tranches, bien sûr. Moi, j'aime bien quand c'est clair. J'aime bien quand c'est clair et précis. Est-ce que tu es pour ou contre les propres firmes? Ça dépend le profil. C'est ça ma réponse. Ça dépend du profil de trader ou du profil de trader. Ok, d'accord. Évidemment aussi les propres firmes, ça dépend.